Je pense qu'il est important que je vous dise d'abord qui je suis. En tous les cas, je suis un praticien, c'est-à-dire un palliatologue qui s'occupe des soins palliatifs. Donc c'est important, c'est de là que je vais parler. La deuxième chose qu'il me paraît important de vous dire aujourd'hui matin, c'est que je suis belge, ce qui fait que dans ma pratique, je vais dire, avec les idéaux qui sont les nôtres, nous sommes constamment en danger. Je vais donc m'inscrire dans le cadre de cette journée en parlant du temps, mais des temps aussi, parce que le temps, les temps, ce sont des choses qui vont bien ensemble. Il y a celui qui agonise et qui meurt, et nous allons essayer d'aller cheminer dans un questionnement qui va accompagner le patient tout au long de son agonie. Je ne parlerai pas de tous les temps des autres, les patients inconscients qui ont leur temps à eux, les patients sédatés, comme on dit, pour lesquels on a fait une sédation, celui des déments, des handicapés, des enfants, mais aussi le temps des résignés, des dépressifs et de ceux qui hurlent pour toujours et sans être entendus. Et enfin, dans le temps de la mort, j'aborderai, si j'ai le temps, le problème de la greffe d'organes qui nous concerne de plus en plus. Le don d'organes est quelque chose qui pose problème en Belgique pour le moment. Et enfin, je vous dirai ce que la Belgique pense de l'euthanasie et ce que nous pensons, nous, de cette manière de faire. Donc on va visiter ce moment de l'agonie et par là cheminer avec le même canevas ensuite dans les autres temps. Une question qui est vraiment pour moi primordiale, et nous y reviendrons tout à la fin de cet exposé avec peut-être une vision un peu différente, c'est de se poser ceci. Comment, à partir de l'expérience tant vécue de la mort de l'autre, peut-on accéder à un questionnement qui permette l'intégration de notre action soignante portée sur la maladie grave dans le contexte plus global de l'humanité et du prendre soin? Ce n'est pas parce qu'on est des praticiens et qu'on a tous les jours les mains dans le cambouis, qu'on palpe des ventres, qu'on écoute des détresses, qu'on voit des choses parfois difficiles, qu'on ne doit s'empêcher de penser plus loin, même si on n'a pas tous les outils pour le faire. On n'est pas des philosophes, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des sociologues. Mais je pense qu'on a quand même accès à cette réflexion, et c'est celle-là que je vais vous partager à partir de mon vécu. C'est à partir de ce vécu-là, qu'est-ce que ça a comme sens? Et là déjà, le temps est dedans, parce que ce qu'on vit tous les jours au chevet des patients, c'est un temps. C'est le temps qui se déroule pour eux à la fin de leur vie. Et pour nous, qu'est-ce que ça a comme signification de toujours nous occuper de ce type de pathologie et de ces patients qui sont là vraiment dans des moments difficiles? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur l'humanité et sur le prendre soin? Comment se projeter, comment projeter notre quotidien dans quelque chose qui me paraît plus vaste et qui, pour finir, nous aide à mieux agir. Et ça, c'est un peu le miracle d'une réflexion telle que celle-là. On va essayer d'abord d'identifier des questionnements. L'agonie, quand on regarde dans le Robert, c'est le temps de la fin de vie qui précède immédiatement la mort. Bon, c'est peut-être une bonne définition a posteriori, mais pour nous, ça ne nous aide pas beaucoup. Ce dont on est sûr, c'est que la mort est un processus, pas un instant, pendant lequel la vie cesse. Et ça, c'est irrémédiable. L'agonie et la mort ne font qu'un. Il est très difficile, quand on suit un patient qui est dans les tout derniers moments de sa vie, il est très difficile de discerner quand il rentre en agonie, quand il est vraiment dans son agonie, qui est une entité très peu définie, très peu connue. J'ai fait ce séminaire avec de nombreux médecins et je leur pose des questions, on prend le temps de réfléchir à ce que c'est pour eux une agonie. C'est phénoménal le nombre de réponses différentes qu'on peut avoir. Et la mort qui survient, mais on ne sait jamais trop non plus à quel moment. Tout ça est vraiment très intriqué. Et ce qu'il y a de particulier à l'agonie, c'est que c'est peut-être pas une maladie, mais ce sont quand même des diagnostics, l'agonie et le mourir. Et rien ne peut étayer ce diagnostic. C'est un diagnostic parfaitement clinique. Les symptômes de l'agonie, vous les connaissez tous, c'est la respiration qui devient différente,
c'est la couleur du patient qui change, sa physionomie aussi, son nez se pince, les joues se creusent, il devient inconscient, peut-être aussi n'exprime-t-il plus sa conscience. Toutes ces questions-là sont là, mais de toute façon, ces signes, on les voit. Et on arrive à dire assez souvent, voilà, maintenant, ça y est, on est parti dans quelque chose dont il ne reviendra pas. C'est l'agonie. Tous ces symptômes, à ce moment-là, qui ont pu exister peu ou prou dans le décours de la maladie, s'exacerbent, se rassemblent, et puis voilà, on a ce diagnostic. Diagnostic aussi qui est fait par les infirmières avec lesquelles je travaille, en me disant, il y a quelque chose aussi, hein, on le sent, on sent ça, on sent que le patient arrive à toucher à cette agonie, et ça, ce n'est pas dissible. Mais je leur fais confiance. Très souvent, elles sont bien capables de dire, oui, là, il y a quelque chose qui s'est passé, juste maintenant. Hein, là, on est entré dedans. En fait, l'agonie a été décrite énormément par beaucoup d'auteurs, mais comme je vous le dis, on ne peut pas déterminer sûrement le début et la fin de l'agonie, ni le moment de la mort. Pourtant, il est important de pouvoir reconnaître l'agonie et la mort. Ce sont des choses qui sont essentielles dans une pratique de tous les médecins. D'abord pour les médecins, d'abord parce que c'est important de savoir qu'on doit faire une désescalade thérapeutique, qu'on ne va plus... On va adapter notre niveau de soins, on va faire ce qu'on appelle chez nous des soins de base, c'est-à-dire qu'on va plus bouger le patient. Une rougeur sur une fesse qui met tout le monde en émoi pendant le premier mois de séjour, là, à ce moment-là, ça va passer au second plan. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit paisible, tranquille. Et s'il est bien sur son côté gauche et qu'il respire mieux de ce côté-là, il restera sur son côté gauche pendant 3 heures. Et si jamais il fait une plaie, eh bien, on donnera de la morphine supplémentaire pour ne pas qu'il y ait mal, et on va faire des soins de confort de cette manière-là. Par contre, pour les gens des urgences, les urgentistes et les réanimateurs, c'est important de pouvoir faire la différence entre une agonie et un choc cardiogénique. Ça se ressemble très fort. Un choc cardiogénique, il faut agir, il faut sauver. Une agonie, il faut surtout laisser. Et ça, je pense que de plus en plus, les soignants sont tout à fait désemparés par cette chose, de devoir diagnostiquer avec rien, avec ses yeux, avec ses oreilles, ses mains, diagnostiquer une agonie. Et combien de fois mes confrères, quand je travaille en équipe mobile intra-hospitalière, me disent « Michel, va un peu voir, madame, là-bas, elle n'est pas bien, essaye de voir un peu ce que tu pourrais faire pour améliorer son état. » Je rentre et puis, madame, elle est en train de mourir, elle est entrée en agonie. C'est un processus qui s'est engagé. Je vais leur redire en disant « Écoute, il ne faut rien faire de plus pour le moment, il faut surveiller, soutenir la famille, être là aux aguets pour qu'elle ait une belle bouche, comme on dit, hein, qu'elle soit paisible, qu'elle soit tranquille, qu'elle soit dans un lit bien propre. C'est tout ce qu'on peut faire pour elle, être là. Pour elle et pour la famille. C'est tout ce qu'on doit faire. Ça m'étonne parce que son ionogramme était parfait hier et ses marqueurs sont en régression. Oui, elle va mourir quand même. Ils sont étonnés de ça. Ils sont vraiment étonnés. Et on a vraiment l'impression que nous sommes la conscience de l'hôpital quand ils nous appellent pour des patients qui sont à ce moment-là de leur vie. Donc on peut dire que le terme d'agonie, de préagonie, de phase terminale ou de préterminale, ça dépend comment on appelle ça, recouvre des entités qui sont tout à fait particulières pour chacun et qui ne se ressemblent pas nécessairement. Alors je pense que c'est important d'avoir un questionnement éthique par rapport à ça, par rapport à cette agonie, donc on va le décrire de façon un petit peu clinique. L'éthique, c'est la morale en action, pour faire court. On va dire, la morale, ce sont des principes, des choses qui nous sont données, qu'on accepte comme telles. Et puis, on se rend compte que quand on travaille sur le terrain, tous ces principes, parfois, ils s'entrechoquent, ils se bousculent, ils ne vont pas ensemble. Alors, à ce moment-là, on est obligé de produire une action après un raisonnement éthique. C'est important, c'est essentiel de faire ce raisonnement éthique pour produire cette action. Donc, l'éthique, une morale en action, et on va acheminer là-dedans. Alors, vous savez que la loi sur l'euthanasie en Belgique, qui est là depuis 10 ans, a fait énormément bouger les limites chez nous. On a d'abord eu le kit euthanasie, que vous pouvez aller chercher chez le pharmacien, où tout est préparé, il suffit de prendre. Hein. Et puis, on a eu les médecins EOL, E-O-L, je dis E-O-L parce que mon unité de soins palliatifs s'appelle EOL comme le vent, donc je n'ai pas envie qu'on confonde. Ce sont des médecins qui sont formés pour euthanasier.
Donc ça, c'est vraiment leur formation. Et à terme, ce qui est voulu par la Commission et par le ministère, c'est que seuls eux puissent le faire. Et ils seront payés pour ça. Enfin, il y a encore un débat entre 160 et 380 € par euthanasie. Donc, on est là-dedans. On parle maintenant aussi d'euthanasie des mineurs, sérieusement, et des incompétents, des patients déments. Il y a maintenant, à la demande de Wim Distelmans, qui est le patron, il est professeur d'abord à l'Université libre de Bruxelles, côté flamand, du service de soins palliatifs. Il est aussi une chaire à l'université. Lui est un des pères de l'euthanasie en Belgique. Il demande absolument que, comme on met beaucoup de mauvaise volonté à euthanasier les gens, il y ait des cliniques de la douleur et que les hôpitaux qui n'euthanasient pas soient pénalisés, même qu'ils perdent leur agréation. Donc, on est dans toutes ces dérives, on s'était réunis à 7 en 1997 et on les avait déjà identifiées. Tout le monde avait dit, vous voyez trop loin. Bon, donc, on ne voit pas trop loin puisque ça arrive maintenant et qu'on en parle. Donc, le fait d'abréger une agonie devient pour la population quelque chose de normal. Ça fait partie du lot. Donc, nous y sommes de plus en plus confrontés. Abréger l'agonie pour un temps maîtrisé. Alors tout de suite, la définition de l'euthanasie en Belgique, c'est acte pratiqué par un tiers, donc on ne dit même pas un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. C'est important, à la demande de celle-ci. Et on ne dit pas que, ici en tous les cas, que le patient doit être malade. Après, on le dit, mais pas dans l'article 2, qui est celui-là. Donc nous sommes, quand une famille demande ce genre de choses, nous sommes là tout à fait en dehors de la loi belge, luxembourgeoise et même hollandaise par rapport à l'euthanasie. On est hors la loi à ce moment-là. Mais pour finir, on se rend compte que beaucoup de patients, beaucoup de malades, parlent énormément de leur souffrance, mais ne nomment jamais ni leur maladie, ni leur mort. Et je pense que on a parlé tout à l'heure de l'ambivalence par rapport à tout ça, et je pense que c'est à eux cette attitude-là. Je pense que quelque part, dans le fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils vont mourir parce qu'ils sont très malades et que le processus est enclenché, mais ils ne veulent pas en parler. Et je peux absolument comprendre qu'ils ne veuillent pas en parler. Donc ça veut dire qu'on arrive avec des gens qui sont en fin de vie et qui n'ont jamais exprimé le moindre souhait par rapport à leur mort, ni à leur maladie. Ce qui fait que même la déclaration anticipée qui est prévue par la loi belge dans le cadre de la loi sur l'euthanasie, qui doit être vieille de moins de 5 ans à partir du moment où les choses se précipitent et que le patient ne puisse plus exprimer sa volonté, eh bien, ces déclarations anticipées ne valent rien parce que 5 ans de maladie ou 4 ans de maladie ou 2 ans de maladie, ça change son homme ou sa femme. On n'est plus les mêmes et on constate que ces demandes fermement exprimées quand on est encore en bonne santé ou au début de sa maladie, eh bien, on est prêt tout de suite à les oublier dès que les choses se précisent. Alors, dans ce questionnement éthique, je vais y aller par toute une série de petites touches, et on va aller visiter un peu tout ça. 2 affirmations. L'agonie est mal connue et peu caractérisée. Je pense que ça, on peut le dire, c'est quelque chose qui nous étonne toujours, même si on arrive à le sentir, à le voir, c'est quelque chose d'assez peu individualisé. Et les questions des confrères, c'est est-ce qu'il est conscient? Comment est-ce que la famille vit cette agonie? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ils se sentent impuissants pendant cette agonie, qui est parfois vécu avec des symptômes, en tous les cas, assez bruyants. Les hommes la redoutent et la plupart vont la vivre. Ce sont 2 affirmations, je pense qu'on peut faire. 4 questions. L'agonie, c'est inconnu, à quoi sert-elle? Ça sert à quoi d'agoniser? Parfois, pendant longtemps, une agonie, ça peut durer 3 minutes, mais ça peut aussi durer 10 jours. Et le patient, lui, au jour 1 et au jour 10, il est le même. Entre les deux, il y a 8 jours que la famille a vécu, seconde après seconde parfois. Donc je pense que c'est un temps difficile pour les familles, c'est un temps difficile pour le
pour les soignants? Est-ce un temps difficile pour les patients? S'il est vraiment en agonie, personne n'est jamais venu le dire par après. On ne sait pas ce qui se passe, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est une pathologie de l'agonie? Une pathologie, ça nous regarde. Les médecins sont là, les infirmières aussi. On est là pour ça. C'est notre travail d'aller chercher la pathologie et d'aider les gens à la vivre, hein, voire même à la guérir. Donc, est-ce qu'il faut traiter une pathologie? Oui. Est-ce qu'il faut traiter l'agonie? Si c'est une pathologie, oui. Si ce n'est pas une pathologie, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut identifier toute une série de symptômes, comme par exemple l'angoisse. Je pense qu'on ne peut pas rester inactif devant l'angoisse. On doit dire des choses, on doit faire des choses, on doit donner des médicaments pour aider les gens à récupérer leur sérénité, au moins, en tous les cas, leur calme. Mais la peur, on ne va pas la traiter. La peur, c'est normal en fin de vie. On a peur de mourir. C'est toujours un sentiment qu'on retrouve. La peur, ça ne se traite pas. La tristesse non plus, ça ne se traite pas. On est triste de mourir parce qu'on va se quitter soi et on va aussi quitter les siens, tous ceux qu'on aime. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se traiter, la tristesse. La dépression, oui. Si ça devient une dépression, certainement. La colère, on peut aussi la laisser s'exprimer. Je me suis un peu inquiété parce qu'on a fait une étude chez nous et notre service était celui qui prescrivait le moins de psychotropes et surtout presque pas de neuroleptiques. On s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'on est vraiment bon? Je pense que, pour finir, on a persévéré. La colère des patients en fin de vie est difficile à vivre, mais nous, on est là pour recueillir ça aussi, et puis éventuellement pour faire attention à nous après. Et les râles de fin de vie, ces râles tellement difficiles à entendre, à vivre pour les familles qui me disent parfois, 4 mois, 5 mois après le décès, je les ai encore dans l'oreille. Est-ce qu'on va traiter ça? Dans quelle mesure et par quel trajet éthique les équipes soignantes peuvent-elles résister à une volonté d'abréger l'agonie? Comment est-ce qu'on peut faire en étant vrai avec les gens, en ne commençant pas à leur faire des théories, en ne se réfugiant pas derrière la loi? On ne peut pas. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec eux pour pouvoir leur dire non? Et que ce non ne soit pas perçu comme une agression. Et puis surtout, quand le patient se tait, qui prend la parole? Qui est-ce qui parle quand il se tait? Et il n'y a pas que les patients qui agonisent qui se taisent, il y en a beaucoup d'autres qui se taisent. Qui parle à ce moment-là? Isabelle Marin, dans Allez donc mourir ailleurs, tout un programme, dit « C'est quand l'autre ne peut plus attester de sa conscience que les soignants cherchent unanimement à soulager, calmer, abréger. Abréger, on a envie d'abréger, dit-elle. » On peut tenter des réponses, et on va en citer quelques-unes. Et nous allons voir, à travers toutes ces réponses, toute la complexité du problème au niveau sociétal, au niveau social. L'agonie est un passage obligé qu'il ne faut pas médicaliser. Toute souffrance n'est pas nécessairement à combattre. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, notamment tous ceux qui sont adeptes des philosophies orientales. On dit, ben non, voilà, on laisse les choses se faire tranquillement, ça ne peut pas, on ne va pas agir là-dedans. Donc les soignants, la médicalisation de la fin de vie n'a pas de mise, il faut laisser, c'est quelque chose de naturel. Venta Frida, qui travaille à Milan en 1990, disait que 50% des patients en phase terminale sont très très mal, sont vraiment pas bien du tout et qui sont dans l'angoisse, dans la douleur, dans la mauvaise respiration, la dyspnée, et ça c'est les Suisses dans Palliative CH qui le disent, l'agonie nécessite souvent une sédation profonde, ça veut dire presque une anesthésie. Et ils disent, ce traitement procure dignité, ils emploient le mot dignité, et on a vu ce matin à quel point le mot dignité était polysémique. Est-ce qu'on doit procurer de la dignité? Est-ce qu'on n'est pas digne, tout simplement? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque, fondamental pour l'homme? Au patient, et soulage considérablement l'entourage du mourant. Voilà, il faut soulager l'entourage du mourant en agissant sur le mourant. Ils disent ça. Donc,
Il y a deux souffrances, clairement, peut-être. Une, certainement, la souffrance des soignants, des familles qui est très exprimée, hein, et parfois dans des demandes violentes. Il y a celui qui est là et qui certainement souffre aussi, quelque part. Il faut s'occuper d'une souffrance, il faut s'occuper de l'autre souffrance, mais pourquoi aller agir sur la souffrance de l'un pour soulager celle des autres? Il dit que ce traitement fait partie intégrante des soins palliatifs modernes. Marc Engler, qui est maintenant à la retraite, c'est un médecin qui a été aussi patron en cardiologie à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui est lui aussi un des pères de la loi sur l'euthanasie en Belgique, qui est c'est un homme humain, humaniste, que j'ai rencontré dans le décours de nombreux congrès. C'est un homme honnête aussi. Il dit, ce genre de pratique, donc la sédation profonde, n'est acceptable que si le patient est informé sur la différence entre cette technique et une euthanasie correcte. Voilà ce que Marc Engler dit. D'autres disent encore, et ce sont encore des Suisses, en cas de sédation palliative, il faut standardiser, monitorer la surveillance clinique du patient. Et dans Médisphère, qui citait le British Medical Journal, le tabou concernant la mort entrave la recherche. Il faut définir les soins en phase terminale comme une spécialité de type evidence-based medicine. Donc il faut étudier la mort comme on étudie n'importe quelle maladie. On a pour le moment un neurologue chez nous qui, une fois que l'électrocardiogramme est plat, que l'électroencéphalogramme est plat, fait un thermoscan au patient. C'est une étude qui est en cours pour le moment. Peu importe les résultats, on a vraiment un peu l'impression que on cherche là des choses qui sont introuvables. La légende dit que quand Einstein est mort, on l'a trépané pour voir où était son intelligence. Autant démonter une horloge pour trouver le temps. Je pense qu'on est là dans quelque chose, c'est une errance. Et quand je dis ça, j'ai toujours ce petit doute de me dire, oui, mais quand même, la recherche, savoir. En France, la SWAP et Oncolor Oncora utilise pour sédater, quand la sédation est nécessaire, des sédations continues ou intermittentes, et ils titrent les produits pour obtenir un score 4 sur Rutkin. Donc ce sont des patients qui sont encore réveillables, qui sont présents. On essaye de les apaiser un petit peu pour ne pas qu'ils souffrent, qu'ils aient de l'angoisse, qu'ils aient de la peur. Mais par contre, on essaye quand même de les apaiser. C'est prévu ça en France, et c'est comme ça que vous faites ici en France. En Belgique et au Québec, on ne fait pas quelque chose de très différent, sauf qu'on utilise plus la sédation transitoire. On fait dormir le patient pendant 4 heures, à peu près aussi avec un stade 4 de Rutkin, et puis on le laisse se réveiller. Et si jamais il est encore mal, on le réendort une deuxième fois. Ça peut se terminer en sédation continue, mais c'est pour finir, c'est relativement peu fréquent. Donc on utilise plus la sédation transitoire. L'agonie est une affaire de médecin à patient. La seringue sera poussée quand le docteur le jugera juste. J'avais un vieux maître qui est mort maintenant, qui a fait ça avec énormément de patients. Il aurait maintenant 93 ans, donc il avait, je pense, à ce moment-là, l'excuse de ne pas savoir. On n'utilisait pas la morphine, on ne savait pas ce que c'était. Mais en fait, il a fait ça pendant très longtemps. Et encore maintenant, vous avez beaucoup de médecins qui connaissent leurs patients depuis 30 ans. La confiance s'est installée, ils ont beaucoup parlé ensemble. Et quand le moment vient de la maladie et de tout ce qui s'ensuit, eh bien, on se fait un clin d'œil où on parle encore clairement de ça. Et le jour où c'est venu, eh bien, le docteur, le bon docteur, donne le confort définitif à son patient. Et puis parfois, il pousse la seringue un petit peu plus et il provoque sa mort. Ce sont des choses qui se produisent encore dans nos hôpitaux tous les jours. Je voudrais aussi souligner que souvent, le fait d'avoir un cancer est une bénédiction. Mais l'expérience et le savoir, la joie, l'amour et l'excitation qui succèdent à l'agonie sont des récompenses toujours de loin supérieures aux souffrances. Je ne vais pas m'acharner sur Elisabeth Kübler-Ross. C'est elle qui a dit ça en 1978. Donc, je pense aussi que c'est une manière de voir les choses. Il n'y a pas qu'elle qui pense comme ça. Il y a aussi Marie de Henzel, il y a Montbourquette, il y a Raymond Moody.
La mort est vraiment quelque chose d'une délivrance. Ce sont toutes les expériences, des expériences de mort imminente, dont les patients reviennent parfois émerveillés, après avoir eu des expériences de décorporation. Donc ce sont des choses qui manifestement ont été collectées et qui sont réelles. Je pense que c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Quand on va un petit peu plus loin dans la recherche, on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui reviennent très vite de cet endroit parce qu'il ne fait pas très bon et qu'ils sont horrifiés d'y avoir été. Et aussi, je pense qu'il y a cette manière de voir la fin de vie de façon très douce, lénifiante. Et ça rassure peut-être ceux qui restent, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une vérité qui est propre à chacun. C'est une expérience qu'il faut respecter, il faut entendre ça. Et Dieu sait si Elisabeth Kübler-Ross nous a aidés sur le chemin des soins palliatifs, avec de nombreux autres. Donc je pense que ce sont des gens qu'il faut évidemment respecter, mais c'était un temps. C'était un temps. Et je pense que là, maintenant, on peut aller un peu plus loin et visiter autre chose. En tous les cas, il est beaucoup plus difficile de dire à une famille qui vous regarde, vous avez 9 Pères Dieu, là, vous êtes assis à côté du patient, vous lui tenez la main éventuellement, et là, je ne sais pas, que de dire, il va vers le bonheur. Et parce que le lendemain, il faut encore redire, je ne sais pas. Et encore le surlendemain. Il y a toujours les 9 Pères Dieu qui vous regardent. C'est difficile, je pense, de faire ce genre de choses. Et quand on parle de ça à Montbourquette, lui dit, mais ça marche. Les gens sont apaisés. Arnaud Join-Lambert, lui, vient d'écrire un petit bouquin qui s'appelle « Les expériences de mort imminente ». Il dit « Chaque NDE garde le mystère de la mort intact. Les pistes pour un accompagnement proche de la mort sont à fonder sur d'autres certitudes. » Et je ne suis pas loin de penser comme lui. Il y a d'autres réponses. On pourra peut-être les chercher plus tard ou maintenant. Dans le questionnement éthique, je pense qu'on doit aussi identifier les paradoxes qui nous animent. On est plein de paradoxes, nous, les hommes, mais les soignants, c'est quelque chose aussi qui doit pouvoir être identifié. Être professionnel, rester un homme. Ça veut dire que quand on rentre dans une chambre, on doit y rentrer dépouillé. Ce qui veut dire que les émotions, il ne faut pas avoir peur. Okay. Il ne faut pas avoir peur de les éprouver. Il faut vraiment les vivre pleinement au chevet du patient. Le risque, c'est qu'elles ne vous emportent. Donc, par conséquent, à ce moment-là, il faut pouvoir, quand vous rentrez dans le couloir, faire une réflexion sur ce qui s'est passé et redevenir plus technicien. C'est important pour notre survie à nous, mais c'est aussi très bon pour les patients parce qu'ils seront sûrs d'avoir toujours un avis qui est motivé et intelligent, on va dire le plus possible en tous les cas. Donc, il ne faut pas être gris, il faut être blanc puis noir. Il faut avoir ses émotions, pas rentrer dans la chambre avec la cravate, le stéthoscope, la moustache. Il faut vraiment pas rentrer comme ça. Il faut rentrer vraiment dépouillé, éprouver ses émotions et puis après les raisonner avec ça. Murphy dit qu'il faut être à la fois sec puis humide. Être actif et laisser faire. On a parlé tout à l'heure de ne rien faire. Je vais justement d'écrire un article qui va être sur le site qui s'appelle « Ne rien faire » à propos de l'euthanasie. Je pense que autant les médecins classiques, on leur demande de faire tout le temps et parfois de se retenir, autant pour les médecins palliatologues, on leur demande de ne rien faire et de parfois agir. Je pense qu'il faut intervenir et interférer tout en respectant le mystère qui régit toute vie et toute la relation qu'il y a autour de cette vie. Être actif sans être intrusif, ne rien faire. Agir sûrement, garder le doute. On doit à nos patients une ligne de soins claire et lisible, mais toujours douter. Il faut toujours qu'on sache cette ligne de soins fragile, se remettre constamment en question. Ça, c'est une diapositive qui peut poser problème, mais si vous la comprenez bien, non. Je pense que ce que je veux dire ici, surtout, c'est que ce qui m'a perturbé et un peu choqué, c'est qu'un neurologue de notre clinique est parti pendant assez longtemps en Inde, à Bénarès, et qui s'est baladé le long des rives du Gange, et là, il y avait
tous les patients qui mouraient dans des petites cabanes. Et quand il y en avait un qui était mort, on le prenait, on le mettait sur un bûcher, on faisait brûler le corps avec le bûcher, et puis on balayait tout ça dans le Gange. Et il me dit, je te laisse imaginer l'odeur, et les vaches qui viennent et qui vont, et les chiens qui attrapent ce qu'ils peuvent. Je pense que nous avons ici, en Europe, une certaine myopie culturelle. Je pense qu'il faut avoir conscience, en tous les cas, que tout ce qui nous préoccupe, tout ce à quoi nous pensons, tous ces congrès où nous nous réunissons, toute cette énergie que nous mettons en place pour essayer d'améliorer, de faire mieux, de progresser sur l'appréhension de cette fin de vie, eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas seuls à penser. Beaucoup ont pensé à ça. Ce qu'il y a peut-être, c'est que nous avons beaucoup de moyens, donc beaucoup de possibilités. Et je crois que nous ne craignons jamais tant que ce que nous croyons pouvoir éviter. On a dit à la population, vous pouvez mourir maintenant en paix, la mort parfaite, la souffrance parfaite. Et puis après, ils ont peur de ne pas l'obtenir. On sait qu'il y a des médicaments, on sait qu'il y a des équipes, on sait qu'il y a des unités. Un petit mot pour nous quand même, c'est pas une pensée émue, mais enfin quand même, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne soin de nous. On verra tout à l'heure, on en reparlera un tout petit peu de cette manière de faire attention à nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, et que si on veut faire selon notre idéal, souvent on est déçu et le burn-out n'est pas loin. Méfiance. On met sur nos épaules beaucoup de choses que nous ne devrions pas être seuls à supporter. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut dire à une famille, non, nous n'allons pas abréger l'agonie de votre maman? Le patient est à ce moment-là vulnérable. Il est conscient sans réaction, avec un point d'interrogation. La famille et lui doivent être respectés dans leur relation. Nous sommes tiers. À partir du moment où les choses sont posées, je pense que nous devons récupérer notre bâton de soignant et de retisser une relation forte avec le patient et de faire en sorte que la famille soit tierce. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais ce petit schéma l'explique bien. Patient, famille, soignant, pointillé, ça c'est vrai. À partir du moment où une demande émane de la famille alors que le patient est inconscient, nous devons reprendre la relation forte avec le patient et laisser la famille de côté en lui expliquant ce qu'on fait. Il faut prendre conscience de ce temps et de la question. Il faut prendre conscience aussi de cette bascule et de tout ce qu'elle induit comme décalage. Donc quand vous voyez Jean Ziegler, je pense que si jamais il m'écoutait maintenant, il serait horrifié, parce que lui, il dit qu'il faut toujours laisser la famille décider. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Cette démarche, pourtant, n'est pas paternaliste, elle prolonge un projet bâti ensemble, souvent. Elle s'intègre dans la notion du prendre soin des plus vulnérables, dont l'application nous est demandée par la société des hommes. C'est notre mandat de nous occuper des gens qui sont vulnérables. Elle favorise aussi le travail du deuil, en ne laissant pas à la famille le choix d'assumer de droit ou de vie sur des morts ou sur des agonisants. Et elle demande des connaissances médicales et un raisonnement rigoureux dans l'honnêteté. C'est cela que nous faisons. Donc on a passé toutes ces questions, ces affirmations en revue, et je pense que là on peut quand même dire, avec ces mêmes affirmations, qu'on peut passer sur un questionnement spirituel qui me paraît essentiel dans ces questions. Comment intégrer dans une réflexion éthique bien charpentée tous les paramètres qu'on a énoncés? Est-ce que rien ne nous a échappé dans notre raisonnement éthique? Est-ce qu'il n'est pas illusoire d'être sûr de nous? Je suis ce que je fais. Pas sur ce que je fais là, tout de suite, mais sur un ensemble d'actions que j'ai produites tout au long de ma vie. Tout le monde est pareil. Quand je dis « je », c'est pareil, c'est pour tout le monde. Mon action est la résultante des forces paradoxales qui me traversent et que nous venons d'évoquer. Certaines de ces forces n'ont pas été prises en compte et d'autres forces nous restent insoupçonnées. L'action est importante, ce qui la génère nous est en partie inconnu. Pourquoi le fais-je? Les grands principes de la morale, si on reste dans le domaine plus spirituel, le respect de l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice, le droit à la vérité, etc., sont fondamentaux, nécessaires et insuffisants.
Autour de l'agonie, ils permettent de faire tout et son contraire. En Belgique, vous avez des gens qui respectent parfaitement les principes éthiques que je viens d'énoncer et qui euthanasient. D'autres ne le font pas. Il y a quelque chose là qui m'interpelle. L'éthique, par le discernement qu'elle permet, nous apporte chaque jour son lot d'aide à la décision. Le retour quotidien à la réflexion éthique est devenu une seconde nature pour beaucoup de soignants. Nous devons donc quand même en connaître les limites. L'agonie est une entité où l'approche spirituelle est nécessaire. En tous les cas, c'est là que je l'identifie le mieux. Je pense que la réflexion, l'approche spirituelle est nécessaire partout. Et c'est cette spiritualité, et ça c'est pour moi la spiritualité, elle donne l'ampleur à l'humanité de chaque homme, et elle l'inscrit dans son temps et sa culture, ça le lie aux autres hommes. Ça c'est pour moi la spiritualité, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Donc il faut échanger, partager autour de nos spiritualités, pour ne rien voler à celui qui meurt, pour qu'aucune souffrance ne soit inutile, et pour faire bouger les limites de notre agir. Il faut que ça nous serve à progresser. Je pense que j'aurai peut-être pas le temps de développer... j'ai encore combien de temps là? 17 minutes. 17 minutes. Je pense que je vais passer le temps du don d'organes. En fait, quand même, assez rapidement, il faut savoir que de plus en plus, nous sommes impliqués dans les dons d'organes parce qu'il y a maintenant les DDAC 3 qui sont des patients qui sont généralement très cérébro-lésés, qui sont dans un état comateux ou neurovégétatif, avec les différences que je n'aurai pas le temps d'expliquer maintenant, et pour lesquels on décide d'arrêter tout traitement. Donc ces patients, normalement, meurent si on ne fait rien d'autre que de les accompagner et de s'occuper de leur confort. Par contre, ils mettent longtemps à mourir et les organes sont perdus. Donc il y a une réflexion là, pour le moment, en France, où je pense qu'il va y avoir un moratoire. En Belgique, il n'y est pas, et en Grande-Bretagne non plus. Donc ces patients, on peut prélever ces organes, mais en essayant de limiter au maximum la longueur de ce qu'on appelle l'ischémie chaude. Alors là, je vous laisse la porte ouverte à toutes les perspectives d'abréger la vie de ces gens, où on privilégie franchement de plus en plus le receveur au donneur. Ça pose vraiment question. Encore un endroit où je pense nous devons être attentifs, parce que ces patients, quand seulement 50% meurent, les autres ne meurent pas. Donc à ce moment-là, si on ne peut pas prendre les organes, c'est dans notre unité qu'ils se retrouvent, et c'est parfois très difficile à accompagner ce genre de choses. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, malheureusement. Je pense que c'est intéressant. En tous les cas, en France, il y a une grosse réflexion là-dessus, et c'est vraiment bien. Encore une fois, pour cette problématique particulière-là, l'éthique est essentielle et insuffisante. Les grilles d'aide sont indispensables. Nous sommes ce que nous faisons et cela nous échappe en partie. Jean-Michel Lognon a écrit un bouquin, un article qui s'appelle « La souffrance des soignants et des médecins n'existe pas », où il explique que, de façon un peu provocante, si on se met des objectifs raisonnables, il est bien possible que nous puissions les atteindre, et de ne jamais être en burn-out. Donc adapter nos objectifs tout en conservant cette idée de progrès à nos possibilités. Et c'est vrai que nous sommes confrontés souvent à ça, comment ne pas nous laisser emporter par ce que beaucoup attendent de nous, résoudre les dilemmes de l'époque et prendre des décisions qui dépassent notre solitude de soignants. Se taire à tout jamais, l'euthanasie. Donc on vient de développer maintenant une série de constats. Est-ce que, entre guillemets, le médecin est légitime au chevet du patient? Est-ce que agoniser et mourir, est-ce que c'est une maladie? Donc je pense que la question reste posée. Nous avons parlé aussi de la réserve interventionnelle lors des soins palliatifs, qui me paraît essentielle dans la prise en charge de nos patients. Être toujours sur la réserve interventionnelle. La diversité de nos conclusions éthiques à propos du même questionnement. Le doute sur la maîtrise de nos outils de décision. L'information incomplète de la plupart de nos concitoyens. Les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que la maladie grave, l'agonie, la mort, l'euthanasie. La formation très partielle de beaucoup de nos médecins.
notre culturelle myopie occidentale. Toutes ces choses doivent nous interpeller. Nous ne pouvons que constater les velléités, mais ce sont vraiment des velléités. On court après des volontés. Notre société a initié une recherche cohérente d'un mieux pour la fin de vie des hommes. On a vraiment l'impression que tout est encore essai et brouillon, alors que les actes euthanasiques que nous posons ou que nous pourrions poser sont absolus et irréversibles. Je pense qu'il est donc prématuré d'intégrer ce concept d'une loi dans la pratique sociale. La loi Leonetti, que vous avez ici en France, et c'est une chance, ouvre les portes à l'invention, à la création et au progrès. Il faut que vous le sachiez, cette loi permet énormément de choses. Je pense qu'elle peut aller très très loin dans l'accompagnement des patients. Et c'est une loi inventive qui permet l'invention. Je pense que ni en France ni en Belgique, la société civile n'était et n'est mûre pour une loi dépénalisant l'avortement. L'euthanasie, l'avortement, c'est lapsus. Formation et information sont à développer. Formation et information. Je pense que c'est prématuré et que seulement après, quand les gens seront mieux informés, mais dans la qualité surtout, pas dans la quantité comme on le voit maintenant, alors là peut-être qu'on pourra parler de choses en sachant de quoi on parle. Alors en Belgique, on peut encore dire, heureusement, mais je dis maintenant, et là je parle de moi, jusqu'à maintenant je n'ai pas donné beaucoup de réponses, je dis que l'euthanasie est une réponse archaïque et statique à la nouvelle souffrance des malades. Bon, la souffrance a toujours été la même, mais je pense qu'on a un regard tout à fait différent sur la souffrance maintenant. Elle ne va pas dans le sens d'un progrès de l'humanité et du prendre soin. Ça va, merci. Je vais avoir fini avant parce que j'ai sauté d'autres trucs, mais c'est pas grave. Donc elle ne va pas dans le sens d'un progrès de l'humanité et du prendre soin. Je dis aussi, une loi sur l'euthanasie, aussi bien faite soit-elle, ne sert pas la société des hommes. Je dis enfin, il faut trouver un espace pour une écoute du désir ultime de chaque malade. Donc les temps, chacun vit le sien et tous sont différents. Nous, les hommes, nous venons avec le monde de la nuit des temps. Il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on sache s'en souvenir avant de transformer l'avenir. Et je reprends alors cette question que je posais au début. À partir de l'expérience tant vécue de la mort de l'autre, peut-on accéder à un questionnement qui permette l'intégration de notre action soignante portée sur la maladie grave dans le contexte plus global de l'humanité et du prendre soin? Je pense que nous devons nous atteler à ça et avoir ce recul nécessaire donné par la spiritualité, chacun la sienne. Nous devons pouvoir prendre ce recul nécessaire pour voir quel sens donner à notre action, à quoi on participe, dans quoi on s'engage, qu'est-ce que ça implique pour l'humanité et pour le prendre soin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que quand on a cette réflexion, on se sent probablement mieux à même et peut-être plus lourd au chevet des patients pour pouvoir dire non. Et dire non, ce n'est pas anodin. Quand j'étais en stage à Québec, à Michel-Sarrazin, c'était un 23 novembre, il y avait une tempête de neige terrible, et là-bas la neige ne tombe pas comme ça, elle tombe comme ça. Et on était trois, j'étais le médecin de garde pour les 15 lits, il y avait un infirmier et il y avait un aide-soignant. Une dame a souhaité avoir un ravier de fraises. Il était 10 heures du soir et l'infirmier a pris la responsabilité d'envoyer l'aide-soignant chercher le ravier de fraises dans les dépanneurs, les épiceries de nuit de Québec. Il est revenu avec vers 11h30, minuit, et la dame a eu son ravier de fraises. Je ne peux pas adhérer à ce genre de réponse. Je pense que pendant que l'infirmier, l'aide-soignant était parti, les 15 malades étaient sous la responsabilité de 2 personnes seulement. Je pense que là, on n'a pas osé dire non, alors que je pense aussi que dire non, c'est important, surtout quand on est très malade. Il faut mettre des limites, il faut mettre nos limites. Et quand on donne des limites et qu'on dit non, on a en face de nous un adulte responsable. Et je pense que c'est important d'avoir des patients, même s'ils sont couchés, qui restent debout. Il faut pouvoir dire non, pour les autres et aussi pour nous. Je termine sur un petit poème qui a été écrit il y a 2000 ans et qui parle bien du temps.
En fait, il parle du temps et de la mort. Je suis le fil d'or de la continuité qui court à travers toutes choses. Je suis la semence impérissable qui s'épanouit en tous. Je suis la flamme éternelle de la vérité qui s'étend de planète en planète, d'homme à homme, jusqu'au silence des dieux et même au-delà, jusqu'au silence ultime, énergie du repos. Voilà, je vous remercie de votre attention.